Et voilà pour ce documentaire de Stéphane Aurel, Les Alimenteurs. Alors on se demande en le regardant à quel jeu jouent les géants de l'industrie agroalimentaire, comment sont-ils contrôlés après les scandales de la vache folle, après les interrogations sur la surconsommation de sel, de sucre, de graisse, après les questions aussi sur l'obésité, sur les maladies cardiovasculaires, après les récentes révélations sur les OGM, eh bien que sait-on vraiment de ce qu'il y a dans nos assiettes? Donc on va parler de ça avec Corinne Lepage, merci d'être avec nous. Je rappelle pour ceux qui ne le sauraient pas que vous êtes député européen, vous êtes membre d'ailleurs de la commission environnement, santé, sécurité alimentaire. Vous êtes spécialisé sur les OGM entre autres. Vous sortez ce petit livre il y a assez peu de temps qui s'appelle La vérité sur les OGM. C'est notre affaire. Autrement dit, il faut qu'on s'y intéresse un petit peu de près. Et puis vous avez été bien sûr ministre de l'Environnement. Pierre Menton, vous êtes chercheur à l'INSERM et vous êtes ce qu'on appelle, vous avez été, vous l'êtes toujours d'ailleurs, un lanceur d'alerte. Vous avez beaucoup fait parler de vous au moment du sel, en dénonçant le sel qu'il y avait en excès dans tous les plats préparés, dans toute notre cuisine. C'est un peu ça, hein, oui, tout à fait, oui. On m'appelle un lanceur d'alerte, moi je suis un chercheur dans le service public. Oui, c'est très à la mode, les lanceurs d'alerte. On parle toujours des lanceurs d'alerte. On veut dénicher les lanceurs d'alerte. Vous êtes Patricia Schillinger, vous êtes sénatrice PS du Haut-Rhin, et vous êtes en ce moment la rapporteure, on dit, oui, de la proposition de loi sur le bisphénol A. Alors le bisphénol A, c'est ce composant qui est dans les biberons, il n'y en a plus d'ailleurs, c'est interdit parce qu'il est perturbateur endocrinien. Et il est question de l'interdire dans beaucoup d'autres choses, voilà, dans tout l'alimentaire. Voilà, on travaille dans là-dessus. tous les contenants. Bon, ben vous nous parlerez de ça. Et puis Stéphane Aurel, eh bien, vous êtes la réalisatrice. On va commencer avec vous, puisque vous avez déjà réalisé un documentaire qu'on a diffusé ici même, qui s'appelait Les médicamenteurs. Là maintenant, c'est les alimenteurs. Tout le monde est menteur chez vous, on a l'impression. Écoutez, on a retrouvé une espèce de schéma qui se répétait entre l'industrie pharmaceutique et l'industrie agroalimentaire. En fait, dans les professeurs, médecins spécialisés en nutrition, il y avait la même problématique de conflit d'intérêts en fait, qui se posait. C'est pour ça qu'on a décidé. C'est pas un prisme de lecture qui est toujours le même chez vous, qui consiste à penser que tout le monde ment? Mon prisme, c'est les conflits d'intérêts qui atteignent la santé publique. C'est quoi il y a un peu de mensonge. Les plus gros mensonges que vous avez pu débusquer ou qu'on vous ait fait dans cette enquête-là? Oh, moi, j'ai lu l'industrie agroalimentaire dire que le sucre ne faisait pas grossir, par exemple. Voilà. Pas mal. On peut en trouver facilement des comme ça. On vous a dit ça ou c'était une vérité officielle à un moment donné? Non, j'ai vu ça. C'est un représentant de l'industrie agroalimentaire qui a dit ça dans une interview, dans une intervention, un colloque, je crois. Et pourquoi ça persisterait? Parce qu'il y a toujours la phrase, vous savez, on dit on peut mentir 1000 fois une personne, on peut mentir une fois devant 1000 personnes, mais jamais 1000 fois 1000 personnes, vous avez bien dit, c'est ça la formule. Pourquoi il continuera à mentir en sachant que ça passe pas au bout du compte? Si, ça passe, c'est bien ça le problème. C'est une stratégie de l'industrie, c'est une stratégie de communication. Plus c'est gros, plus ça passe. C'est pas propre à l'industrie agroalimentaire, c'est aussi l'industrie pharmaceutique, l'industrie chimique. C'est une stratégie de ce qu'on appelle l'entretien du doute. Ça a été inventé par l'industrie de la cigarette dans les années 50 pour contrer les arguments qui reliaient la cigarette au cancer du poumon, et ça marche toujours aussi bien. Même vis-à-vis d'un public qui est de plus en plus informé, hein, Corinne Lepage, qui regarde, qui surveille, qui s'interroge, qui n'avale plus n'importe quoi quand même. Non, mais vous savez, moi je partage tout à fait cette vision sur les marchands de doute. Il y a eu un très bon bouquin qui est sorti il y a 6 mois sur ce sujet, c'est-à-dire que les stratégies industrielles consistent d'abord à nier l'existence d'un problème quel qu'il soit, et puis quand on est devant l'évidence, c'est-à-dire qu'on ne peut plus le nier, on dit oui c'est possible, mais vous apportez pas la preuve que c'est vraiment dû à mon produit, ça peut être dû à beaucoup d'autres choses. Et puis quand on est vraiment pratiquement sûr, on n'est jamais à 100%, mais qu'il y a de très très fortes présomptions, on dit oui mais il y a encore un doute quand même. Et donc il faut continuer les études avant de prendre des mesures vraiment fortes. Ils sont de mauvaise foi, ils mentent en connaissance de cause, ou simplement ils sont de bonne foi, ils pensent qu'effectivement leur produit est bon et ils ne soupçonnent pas qu'il puisse y avoir des effets secondaires. Non, mais je comprends tout à fait qu'un chef d'entreprise, qu'une industrie ait envie de développer son produit, d'entretenir l'emploi, tout ça c'est tout à fait légitime et tout à fait normal. Là où ça ne l'est plus, c'est quand effectivement on connaît l'impact sur la santé et l'environnement et qu'on le cache sciemment. Ça a été le cas des cigarettiers dont vous parliez, c'est un exemple que je prends souvent. En 1957, les cigarettiers avaient sous le coude les études sur le tabagisme passif, qu'on a connu 20 ans plus tard, et sur l'accoutumance des enfants. Bon, c'est des choses qui ont été totalement mises sous le boisseau. Donc moi, j'ai quand même beaucoup de mal à penser que de très grands industriels n'aient pas la connaissance sur les produits. Simplement, c'est pas leur intérêt de diffuser l'information. Alors je précise qu'on n'a pas aujourd'hui ces professionnels de l'agroalimentaire.
hein, parce que Bien dommage, ils refusent souvent. ils refusent souvent, ils ont refusé dans votre documentaire, en sachant qu'il y avait le documentaire, ils n'ont pas voulu venir non plus. Ça manque quand même dans votre documentaire, ça, de ne pas Absolument. avoir eu cette parole-là. Mais moi, je regrette que l'industrie agroalimentaire ait refusé notre... Ils trouvent que vous êtes trop partisane. C'est pas comme si on n'avait pas insisté. Hein. Puis on leur a pas menti. On n'a pas dit oui, bonjour, on fait un film sur les aliments. C'est au bout d'un certain moment de refus, de oui, rappelez la semaine prochaine. On leur a dit écoutez, c'est un film qui va être critique vis-à-vis de l'industrie agroalimentaire. On voudrait que vous puissiez répondre aux questions et que vous avez des comptes à rendre au public, aux gens qui achètent vos produits. Et puis donc on a demandé donc à l'ANIA, qui est l'organisme qui représente toutes les organisations, dans le documentaire, toutes les entreprises agroalimentaires françaises. Et moi, je trouve ça assez sidérant qu'un organisme qui est fait pour ça, il est fait pour être le porte-parole de Nestlé, Danone, Kraft Food, refuse mais visiblement, systématiquement ils vous jugent de les mauvaise foi. Bah, dans ce cas, je veux bien entendre leurs arguments. Discutons des arguments. Bon, alors on va revenir sur votre documentaire avec un premier extrait, celui de Bruno Le Maire, ex-ministre de l'Agriculture, hein, et qui nous parle un petit peu de ce que c'est justement cette fameuse industrie agroalimentaire. Je rappelle juste que les industries agroalimentaires, c'est des centaines de milliers d'emplois en France. C'est un enjeu économique qui est important. Et c'est de eux aussi que dépendent la qualité et la sécurité de notre alimentation. Donc il faut travailler avec eux. Moi, je suis le prisonnier d'aucun lobby. Je ne suis le prisonnier d'aucun intérêt particulier. Je travaille au service de l'intérêt général. Voilà, il faut comprendre le contraire de ce qu'il dit ou il est de bonne foi quand il dit ça. Je voudrais rappeler quelques chiffres justement sur cette industrie agroalimentaire qui sont quand même assez impressionnants. Hein. Le chiffre d'affaires de cette industrie en France, c'est 157 milliards d'euros. C'est 500 000 salariés. C'est la deuxième industrie du pays en fait. Hein. Derrière les industries mécaniques, la voiture et le reste. Il faut ajouter à ça, si j'ai bien compris, l'agriculture. Elle, c'est 67 milliards de chiffre d'affaires et 1 million d'actifs. Quand on a ces chiffres-là, on se dit quoi? On peut pas intervenir? Mais si. On peut prendre la défense du secteur agroalimentaire, comme d'ailleurs des autres secteurs économiques. Je partage ce qui a été dit sur la désinformation, la stratégie du doute, mais il faut bien voir quand même que lorsque vous avez des producteurs privés ou des entreprises privées dans un cadre concurrentiel libre et non faussé, ils n'ont pas d'autre choix de faire ce qu'ils font, c'est-à-dire vendre le plus possible des produits qu'ils fabriquent pour augmenter leurs profits au maximum, sinon ils meurent. Donc dans ce cadre-là, pas en mettant notre vie en danger quand même. Si, malheureusement, si vous voulez, beaucoup des produits qui sont fabriqués par la société actuellement, chimiques, alimentaires, mécaniques, tout ce qu'on veut, ont des effets sur la santé et l'environnement. C'est une évidence. On voit quand même progressivement par exemple sur les tout ce que vous voudrez. Aujourd'hui, il y en a toute une série qui sont interdits parce qu'on a considéré qu'ils étaient cancérigènes. Tous les colorants, les adjuvants, je sais pas quoi, les conservateurs et tout ça. Etc. Progressivement, il y en a qui sont interdits parce qu'on reconnaît leur effet cancérigène. Sauf que pendant des années, on les a utilisés. Donc, en fait, le problème, me semble-t-il, c'est quel modèle économique pour avoir une industrie qui se développe. Et pas question de tuer l'industrie agroalimentaire française ou européenne, mais dans le même temps, que ce soit son intérêt de produire des aliments qui sont sains, parce que derrière, il y a des questions de responsabilité et des risques industriels. Vous dites que c'est leur intérêt quand même de faire ça. Ça devrait être leur intérêt. Ça devrait être leur intérêt. Votre comparaison, je la trouve assez forte quand vous les comparez à l'industrie du tabac. Parce qu'on dit quand même que le tabac, est-ce que c'est pas un peu exagéré? Je ne vois pas faire l'avocat du diable, ils ne sont pas là. Mais quand même, ces gens-là, ils nourrissent la planète, ils nourrissent le monde avec une demande qui augmente sans cesse. Je compare simplement pas au niveau de leurs produits. Je me pose la question de la démarche. C'est-à-dire, je dis, est-ce qu'on peut considérer qu'ils ne savent pas que... Voilà, c'est ça, le questionnement. Et votre religion à vous, c'est quoi? Moi, je n'imagine pas qu'ils ne savent pas. Je pense qu'il y a des études en interne et qu'il y a des combats qui se font pour essayer d'avoir des réglementations qui ne les gênent pas. Il faut quand même dire les choses comme elles sont. On va en reparler, je pense, avec ce qui se passe au Parlement européen, parce qu'il y a des choses très justes dans le film, notamment sur la question de l'étiquetage, où ce qui s'est passé est franchement scandaleux. Les fameux feux rouges, etc., les ces couleurs qui n'ont pas été validées au niveau du Parlement sous l'effet des lobbies. Mais justement, quand on parle de ce qu'ils savent pas, le sel, prenons le sel, puisque ça a été votre combat il y a une dizaine d'années.
Sur le sel, vous avez mis en exergue le fait qu'on mangeait trop de sel, contraint et forcé. Ouais. Enfin, j'ai pas mis en exergue, justement. Là aussi, c'est comme pour les autres sujets, c'est connu depuis 1969. Les premières études datent du début du XXe siècle et les premières expertises collectives indépendantes de 1969. Donc, si vous voulez, simplement, nous, on a rappelé aux alentours des années 2000, en France, qu'effectivement, il y avait ces recommandations, ces expertises depuis maintenant très longtemps, qui pointaient sur les problèmes liés à l'excès de sel dans l'alimentation. Ça vous a pris Donc, un là matin aussi, de regarder la quantité de sel qu'il y avait dans les plats préparés, dans la... Non, pas du tout. Non, si vous voulez, ce qui nous a choqué, nous, c'est le décalage entre justement la connaissance scientifique qui était disponible à un moment donné et le discours qu'on entendait comme ça dans les médias, dans le grand public, etc., ou chez les professionnels de la santé, qui était que le sel, c'est pas très important, ça joue pas de rôle en termes de santé, etc. Bon. Et donc là aussi, le sel, c'est responsable de quoi? Le sel, ça participe à la malbouffe en général, donc ça intervient comme facteur causal dans les maladies cardiovasculaires en particulier. Ce que je partage pas comme optimisme, c'est que je pense que le risque industriel, justement, par rapport à ces industriels qui, effectivement, savent en général qu'il y a des problèmes, pour les gros, peut-être moins pour les petits, on voit bien que le risque, historiquement, on l'a vu pour les gens qui fabriquaient du plomb, de l'amiante, ou même les cigarettiers. Regardez les cigarettiers. Pourtant, c'est caricatural. Il y a eu des procès perdus. Mais l'industrie cigarettière, actuellement, elle se porte très très bien dans le monde. Toujours du lobbying. Aux États-Unis comme à Bruxelles, les ventes s'envolent au niveau mondial. Je veux dire, ça n'a pas absolument pas empêché le secteur économique de se développer. Le tabac, on sait qu'ils vendent une drogue d'une certaine façon. Oui, donc ce que je veux dire, c'est que ça montre bien. Vous savez qu'au niveau européen, on subventionne la culture du tabac. Il faut quand même le savoir. Bien Chaque sûr. année, nous sommes un certain nombre à voter contre et c'est reconduit. Parce que c'est l'autre intérêt. Sur l'exemple du sel, pour bien comprendre, vous dites ça, vous mettez en exergue ça. On parle de la connaissance qu'ont les industriels de ce qu'ils mettent dans leurs produits. Bon, ils savaient qu'ils mettaient du sel, ils savaient qu'ils mettaient du sel parce que ça donne soif, ça pousse à consommer, ça pousse à boire, etc. Ils le faisaient de façon mal intentionnée ou ils le faisaient parce que ça donne du goût et c'est bon? Non, c'est trop manichéen. Ça, c'est que l'utilisation du sel, par exemple, comme du sucre ou des graisses, ça remonte à très longtemps. Ce qui s'est passé simplement, c'est qu'au cours du XXe siècle, il y a une évidence scientifique qui s'est accumulée, montrant les effets nocifs d'une surconsommation de ces produits-là sur le long terme au cours de la vie. Et que, en réaction à cette connaissance médicale et scientifique, au lieu qu'il y ait une adaptation, effectivement, de la composition des produits pour améliorer leur composition, il y a eu, effectivement, toutes ces stratégies visant à nier ces évidences-là et à faire en sorte donc de faire perdurer les choses comme elles sont, c'est-à-dire en essayant de vendre au maximum des produits qu'ils fabriquent. Absolument maintenir le sel, ils le font. Mais parce que c'est effectivement un moteur de consommation très important, c'est-à-dire que ça intervient, si vous enlevez l'excès de sel par exemple, mais comme de sucre et de graisse dans les aliments transformés, vous allez en vendre moins. Donc vous avez une opposition massive du secteur agroalimentaire pour le faire, tout simplement. Et qu'est-ce qui s'est passé depuis qu'on a fait tous ces sujets, ces reportages, ces enquêtes sur l'excès de sel? Ça a changé? Comme pour le reste, non, rien à faire. La baguette est moins salée. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai, senti, justement. Il y a des petits discours comme ça, et c'est à la marge. Globalement, les enquêtes des associations de consommateurs le montrent très bien, en particulier l'INC, qui a suivi l'affaire depuis le début, pratiquement, et qui a publié une dernière enquête il y a un an, je crois, dans 60 millions de consommateurs, le montre très bien. Globalement, les choses n'ont pas changé. Mais comme pour l'excès de sucre, comme pour l'excès de graisse, comme pour les OGM, comme pour d'autres choses, globalement, les choses ne changent pas beaucoup. Dans les plats préparés, dans cette industrie de transformation, ça n'a pas changé. Le cabinet de Madame Bachelot, à l'époque, en 2008, m'avait écrit une lettre à la suite du procès dont j'avais été victime, en me disant que sur le problème de l'excès de sel, j'avais parfaitement raison, que les choses étaient vraiment posées problème en termes de santé publique, mais que toute la stratégie actuellement, à l'époque du gouvernement, mais je suis certain que ça n'a pas changé, était de reposer entièrement sur l'autodiscipline et le volontariat du secteur agroalimentaire pour... on fait confiance à l'industrie pour se limiter elle-même. Exactement. L'autorégulation. C'est à la mode dans tous le les salon de domaines. l'auto, c'est pareil. Patricia Chenaville, ça vous étonne d'entendre ça? Oui. Comme parlementaire? Oui, ça m'étonne. Quand même. D'un point de vue, ça m'étonne, mais de l'autre côté, on le sait très bien parce qu'on le vit au quotidien. On sait qu'il n'y a pas de loi qui défend. Et puis, les contrôles, on n'a pas de contrôle fait sur l'alimentation. Il y a des règles d'hygiène, il y a des règles de transformation, mais l'étiquetage ne veut rien dire. Ou veut dire trop de choses qu'on ne comprend pas. Ouais, il faut être chercheur pour comprendre ce qui est marqué sur l'étiquette. Attendez, l'histoire du sel, elle est emblématique. Moi, je croyais que ça avait changé un petit peu le sel, qu'on en mettait moins.
Ben Je sais non, pas qu'on en je mettait pense toujours autant. pas. De toute façon, qu'est-ce que ça veut dire manger moins de sel? C'est-à-dire manger 1 gramme, c'est réparti combien dans la journée? C'est réparti comment? Vous savez, vous, comment c'est réparti un bah non, gramme moi, de je sel? Manger moins de sel, ça voudrait dire manger moins d'aliments transformés. Voilà, Manger Moins d'aliments transformés, mais les aliments transformés, ça démarre à la baguette de pain que vous achetez au boulanger, les pas cuisinés, les Voilà, conserves, c'est les 80% fromages, Pas uniquement avec des carottes fraîches, charcuterie. il y a Et voilà. Les des choses. restaurateurs réchauffent des plats cuisinés. Vous ne savez pas si c'est des plats frais, si derrière il n'y a plus de cuisinier, il y a juste quelqu'un qui réchauffe les plats ou qui est devant le micro-ondes. Alors on va parler mais- des contrôles, parce que c'est quand même assez stupéfiant ce que vous dites, sur les OGM. Parce que là, on est en plein dedans. Hein. On a eu cette étude du professeur Seralini. Hein. Vous avez participé à cette étude? Oui, parce que c'est une étude qui a été faite dans le cadre du CRIGEN, Que vous qui avez veut dire fondé. la Commission de recherche et d'information indépendante sur le génie génétique, que j'ai créée en 99 avec Jean-Marie Pelt et Gilles-Éric Seralini, qui est président du conseil scientifique. Et c'est parce qu'on était époustouflés de voir des études sur des rats à 90 jours qui montraient plein de choses sur le plan statistique et dont on tirait jamais aucune conséquence, qu'on s'est dit on veut faire une étude qui va porter sur 2 années, c'est-à-dire la vie entière. Vous l'avez d'un conçu rat. avec lui, ça? Ah oui, oui, complètement. D'accord. Depuis le début. On va la faire sur 2 années, c'est-à-dire vie entière du rat qui correspond à la vie entière d'un humain, pour voir ce que ça donne. Et puis on va aller faire les recherches que les autres ne font pas, notamment toutes les recherches hormonales. Les études statistiques montraient que les mâles évoluaient d'un côté, les femelles de l'autre. Aucun test hormonal pour savoir pourquoi, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est pas normal. Et C'est on pour voit des ça qu'on études a en fait cette parlant, il y a des images, images assez surprenantes où on a vu ces rats développer des tumeurs comme jamais on les avait vues, oui. énormes, etc., et assez inquiétantes. Bon, ce qui m'étonne d'abord, c'est on l'avait jamais fait. Non. On ne s'est pas posé la C'est- question de savoir à long Non, mais terme on ce n'a que pas faisait le fait de voulu manger la des faire. OGM. Pardonnez-moi, c'est qu'on n'a pas voulu la faire. Ça fait des années, moi, ça fait 10 ans que je demande cela. On l'a demandé, Gilles-Éric l'a demandé à l'INRA. L'INRA a considéré que c'était pas prioritaire. On a demandé des fonds au moment du grand emprunt en 2008 pour faire cette étude avec des fonds publics, parce que nous, on est une petite association. Je veux dire, vous vous rendez compte ce que ça représente d'aller chercher 3 200 000 euros pour aller faire une étude. C'est un effort absolument Ça a coûté 3 colossal. 200 000. Oui, ça a coûté 3 C'est millions. 2 ans d'études sur Oui, ça a cet coûté échantillonnage ça. de rats. Ça a coûté ça. Ça a coûté ça. Et c'était pas à nous de le faire, c'est à l'État de le faire. C'était un problème de santé publique. Mais pourquoi on l'a pas fait On a tort, on a raison. Mais ça doit être fait. Eh bien, parce que personne n'a voulu le faire et parce que le débat OGM s'est focalisé sur la mise en culture. C'est-à-dire, on cultive des OGM, on n'en cultive pas, donc il n'y a pas de problème. Sauf que on en importe plus de 40 différents. Et sur ces Quand vous dites que OGM-là, ça s'est focalisé sur la mise en Oui. culture, pour bien comprendre, on fait des études, on a des champs, on a fauché, on s'est opposé sur le point de savoir si on pouvait ou pas faire pousser des plants OGM en France. et Bon. en Europe. Donc on en Mais savoir cultive ce qu'on très mange, peu. ça, on ne s'est pas soucié de ça. Et non, et donc tout le monde a dit précaution, précaution pour les OGM, sauf que précaution pour les OGM, rien du tout, puisque les études n'ont pas été faites. Et il y en a où des OGM? On en mange Ah là ben il y en a pas, ben, bien sûr, soja, il y a plein de partout, choses, hein. partout. Non mais céréales du matin dans tout? Mais bien sûr. Et on me dit rien. Ben non. Bon. Donc Bien tout sûr. le monde en mange. Et on ne sait Ah pas ce que oui. ça fait. Non, c'est ce que nous voulions. Alors on peut dire que l'étude de Seralini, on la critique et tout ça. Très bien, moi ce que j'attends, c'est qu'on dise on la refait. Parfaitement. Ça montre très très bien le rôle très ambigu de l'État. Hein. C'est très important. D'ailleurs, le documentaire Stéphane Aurel le montre très bien aussi, le rôle ambigu. Quand je dis État, c'est État national, État européen. Hein. Je veux dire, toutes les structures, voilà, en général. Ici, on a l'exemple parfait du rôle très ambigu, d'abord des organismes qui sont censés financer une recherche indépendante, c'est-à-dire les organismes publics, INSERM, INRA, CNRS. On pourrait parler des agences d'expertise de la même façon. Et puis bien sûr, Sur les l'OGM, parlements. Pourquoi est-ce que l'INRA, à un moment donné, s'est pas saisi du truc en disant on va faire une étude de long cours? Parce que Si ça vous fait- avez vu- ça fait longtemps qu'on a dit Si OGM. les auditeurs viennent de voir ce documentaire, vous avez dans ce documentaire un scientifique qui est épinglé, qui s'appelle Gérard Pascal. Oui. Cette personne, si vous voulez, a officié pendant 40 ans comme bras droit de la directrice générale de l'INRA. C'est lui qui a tout bloqué. Après, vous allez demander pourquoi l'INRA n'a jamais financé ce type d'études. C'est ce que vous La montrez réponse dans est votre, évidente. dans votre documentaire, c'est ça, c'est ce conflit d'intérêts permanent. Monsieur Pascal, qu'on voit dans le film, à qui on fait déclarer ces liens d'intérêt, qui travaillent, bon, c'est pas infamant non plus de travailler pour l'industrie, c'est pas le problème, mais dans ce cas-là, qu'on n'aille pas demander à des personnes qui travaillent depuis très longtemps avec l'industrie agroalimentaire leur avis
sur l'étude de D'experts Gilles-Éric indépendants, bah Serralini, par exemple. Parce que c'est pas un point de vue indépendant. Alors, ce qui est étonnant dans votre étude, enfin celle que vous avez initiée avec le professeur Serralini, c'est que ou bien on a des études qui se voudraient de l'industrie agroalimentaire et elles sont effectivement partisanes, ou bien celle-ci est taxée aussi de partisane et on dit il n'a pas pris la bonne race de rat, il n'a pas pris le bon échantillonnage, il n'a pas... Je peux répondre très simplement sur la race de rat, on a pris la même que Monsanto. Alors peut-être que c'est nul, mais alors toutes les études qui ont été faites, elles sont nulles. C'est les mêmes. Et si on avait pris une autre race de rat, on aurait dû me foutre du monde. Vous avez pris une race de rat qui est différente, donc évidemment vous avez des résultats différents. Donc non, c'est une mauvaise critique. Et ce que vous disiez sur Gérard Pascal, Marc Fellouz, etc., c'est des gens qui depuis 30 ans ont promu les OGM en France, et puis ils ont essayé de le faire aussi en Europe. Et c'est à ceux-là aujourd'hui qu'on va demander de critiquer l'étude de Serralini. Ça n'a pas de sens. Il faut que ce soit des gens qui soient totalement extérieurs. Mais vous avez raison, le cadre, là on voit très bien, en l'absence d'un cadre public relativement calme pour faire de la recherche, parce que c'est difficile de faire de la recherche pour savoir quelle est la vérité, on se retrouve dans une situation où on a d'un côté effectivement des études industrielles qui évidemment défendent les intérêts industriels, et de l'autre côté éventuellement des études faites par des ONG, alors qui souvent sont de très bonne foi, etc. Mais néanmoins, où il y a effectivement la suspicion, effectivement, par leur origine. Est-ce qu'une étude financée par le CRIGEN va pouvoir être publiée en montrant que les OGM c'est nocif pour la santé? Je ne sais pas. Publiée dans la plus grande revue internationale, revue par des pairs. Donc, mais l'intérêt d'être tranquille pour faire de la recherche, pour qu'il y ait de la controverse sur cette étude, mais à deux conditions. La première, c'est que les données publiques, c'est-à-dire les données brutes, c'est-à-dire toutes les données qu'on a, soient rendues publiques comme le devrait l'être, celles sur la base desquelles les autorisations aient été données. Or, les données brutes, elles sont secrètes. Transparence jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Madame Schillinger, qu'est-ce que vous faites, vous, les politiques, sur ces histoires-là? Parce que, quand même, on se dit, vous pouvez faire des commissions d'enquête. On a fait des commissions d'enquête, mais c'est sur le terrain que ça se passe. Derrière, il y a quand même l'agriculture. Je veux dire, voilà, il faut produire parce que une population est en souffrance et on n'arrive pas à les nourrir. Donc, quelque part, soit on réduit, soit on change de méthode, soit on va sur le bio, mais on est coincé. Donc quelque part, c'est vrai que c'est... Juste savoir si ce qu'on mange est bon ou pas. Si l'OGM, c'est dangereux ou pas. Parce qu'effectivement, on en ingère dans la plupart des plats qu'on mange. On le sait, et en plus, on a des études à 90 jours. Qu'est-ce que c'est 90 jours d'études? C'est rien du tout. Il faut aller sur des années. On parle des abeilles, on parle de beaucoup de choses. Vous, parlementaire, est-ce que vous avez le pouvoir, à un moment donné, de dire on va faire une étude sur la durée nécessaire? Oui, avec le gouvernement actuel, nous avons le pouvoir, puisque le président de la République et le Premier ministre ont dit plus d'OGM, donc ça veut dire à un moment donné... Ils n'ont pas encore dit ça, oui. Ils ont dit peut-être. Moi, je l'espère fortement. Par contre, moi, je pense qu'il faut faire des études, mais des études vraiment sérieuses, reconnues, et on ne peut pas passer à côté de ça, parce que d'autres pays l'ont fait, ils exportent, voilà, et puis ils importent aussi. Pardonnez-moi, mais quand on dit plus d'OGM, dans la mesure où il y en a partout, où ça vient de partout... C'est une question d'importation maintenant. C'est une question qui va remonter à l'Organisation mondiale du commerce. L'étude de Gilles-Éric Serralini, elle a cet avantage d'être vue dans le monde entier. Moi, j'ai reçu la télé russe hier. Le monde entier s'y intéresse. Parlez russe, vous? Pardon? Vous parlez russe? Non, mais il y avait une traductrice. Des pays du monde entier s'intéressent à cette étude, donc ça va faire bouger les choses. Les Américains, ou tout au moins les Californiens, vont voter le 4 novembre sur l'étiquetage des OGM. C'est très important. Il y a précisé sur des produits si oui ou non ils contiennent de l'OGM. Parce que si vous voulez, tout ça est parti des États-Unis, et aux États-Unis, on est sur un principe simple, un OGM, un maïs OGM, un maïs non OGM, c'est pareil, équivalence en substance. Donc on ne l'étiquette pas, on ne le trace pas, et on ne fait pas d'épidémiologie, on ne veut pas savoir. Si les Américains décident d'étiqueter, ça veut dire des filières sans OGM. Les consommateurs américains, ils sont comme les consommateurs européens. Ils en voudront pas. Et là, on va pouvoir remettre les choses en cause. Alors, vous, parce que vous occupez là, en l'occurrence, en ce moment, du bisphénol A. Alors, on le disait au début de l'émission, le bisphénol A, donc c'est ce perturbateur endocrinien, en tout cas réputé comme tel, qu'on trouvait dans les biberons. Oui. On a arrêté. Voilà. Parce que c'est dangereux pour les enfants, et maintenant, qui est dans beaucoup de films alimentaires, dans des boîtes de conserve, dans plein de choses, comme trucs de conservation. Oui. Et on s'interroge sur le point de savoir si on l'interdit ou pas. C'est ça? L'ANSES a rendu son rapport qui disait qu'il fallait l'interdire, donc c'est déjà une bonne chose. Oui, donc c'est une bonne chose. Donc c'est vrai que je suis en cours de rapport, c'est-à-dire que je vais le
présenté demain en commission des affaires sociales et la semaine prochaine, il y aura un texte. Donc, ce qui est vraiment le perturbateur et là où c'est où il est le plus marquant, c'est pendant la gestation et les femmes allaitantes et des enfants de 0 à 3 ans. Donc c'est important déjà de l'interdire à ce moment-là. Donc il doit y avoir un étiquetage qui doit aussi être proposé, c'est-à-dire que sur les boîtes de conserve, il faudra arrêter pendant 1 an, 2 ans, ça dépendra donc du texte, que en dessous de 3 ans, il ne faut pas proposer de boîtes de conserve aux enfants, parce qu'à 1 an, vous pouvez faire manger des conserves à des enfants, donc c'est aussi une hygiène alimentaire qu'il faudra changer. Donc c'est une bonne chose. Le bisphénol A, pas complètement le phénomène. mais il va être supprimé. Mais bon, c'est dangereux. Le problème, c'est qu'on va le remplacer par des vernis qu'on a trouvés il y a quelques années, ces vernis-là. Mais il faut ici faire des études sur ces vernis, s'ils ne sont pas toxiques, s'ils sont... Comment vous allez résoudre le problème des importations quand même sur ce problème-là? Alors là, ça sera au niveau européen. Donc c'est une vraie bagarre. Voilà. Il y a une vraie pas non bagarre plus au qu'on niveau importe. européen. Non, il y a une vraie bagarre sur le bisphénol A parce que l'agence européenne qui est l'EFSA a considéré qu'il n'y avait aucun problème avec le bisphénol A, mais on a des problèmes majeurs avec l'agence de sécurité sanitaire alimentaire européenne. Qui est une agence réputée pour une gestion lamentable des conflits d'intérêts. Donc on a de très très gros problèmes. Oui, non, mais il faut être clair avec cette agence. Et donc il y a une réévaluation du bisphénol A. Le Parlement européen est saisi d'un rapport d'initiative sur lequel on est en train de discuter. Et comme par hasard, la Commission saisit l'EFSA, donc toujours la même chose, le même organisme, pour voir définir le champ d'application du perturbateur endocrinien. Autrement dit, derrière la tête, c'est, allez, réduisez-nous au maximum la définition des perturbateurs endocriniens pour que les législations qui viendront soient aussi limitées que possible. C'est ça que ça veut dire. Pour qu'on puisse passer, Comme la contourner législation l'obstacle. Parce qu'il est question au niveau européen, en fait, de donner une définition précise de c'est quoi un perturbateur endocrinien. Et selon C'est pas absurde, a priori. ce qui est une très bonne chose. Le problème, c'est que selon le choix des mots qui sera fait, le champ sera large ou très réduit. Donc la bataille, il y a une bataille pour de l'industrie lobbying en ce agroalimentaire moment. va se jouer là. Oui, tout à C'est fait. ça Oui, Transition, et on va voir un nouvel extrait de votre documentaire sur ce fameux lobby agroalimentaire et sa puissance. En Europe, le secteur agroalimentaire, c'est le 3e secteur économiquement parlant, donc après l'agriculture et après la chimie. Donc forcément, lorsque vous avez la CIA qui a 10 lobbyistes qui disposent d'un badge d'accès permanent au Parlement européen, derrière, en coulisses, dans leur bureau, vous en avez 10 fois plus qui préparent le travail de ces petits soldats qui, sur le terrain, cherchent à accaparer du temps de cerveau disponible des eurodéputés. En fait, chaque semaine, je reçois de la part des lobbies à peu près 220 lettres, coups de fil, etc. Ce sont des recommandations extrêmement précises, extrêmement détaillées de vote, des consignes de vote. Par exemple, Coca-Cola va demander sur l'amendement numéro 67, 99 et 114, nous le soutenons pleinement. Nous vous recommandons de le voter. Il faut quand même sur la CIA, parce que c'est pas le service secret américain, c'est... Bizarrement, j'aurais renvoyé le type qui a trouvé l'idée de ce logo, donc c'est donc changé de nom. C'est CIAA. CIAA, maintenant ça s'appelle Food Drink Europe, et c'est donc le lobby agroalimentaire européen. Estampillé tel quel. On sait ce que c'est. Oui, c'est une organisation de lobbying, oui, bien sûr. Bon, alors, dans vos activités, vous les uns les autres, vous, à l'Europe, à l'Assemblée européenne, est-ce que vous avez été victime, témoin d'opérations de lobbying en direct comme ça? Oui, Carl Schlyter, que vous avez interviewé, je dirais exactement la même chose que lui. En particulier, lorsqu'il y a eu le texte sur l'étiquetage, où moi je faisais partie de ceux qui défendaient les feux tricolores. Alors, les feux tricolores, on l'a vu dans le film, ça veut dire on va mettre un feu rouge, vert ou orange en fonction pas de la nocivité du produit. Non, en c'est fonction. pas ça. La quantité, si vous voulez, il y a 5 mesures. Il y a le sel, il y a le sucre, les graisses saturées, les graisses non saturées, et il y en a un 5e. Et donc on proposait, pour que ce soit facile pour le consommateur, que ce soit rouge, vert ou orange pour chaque catégorie. Bon. On a eu un lobbying, mais absolument d'enfer. Et moi, je me souviens m'être vraiment fâchée en plénière au Parlement européen en demandant à mes collègues de qui ils étaient les représentants. Pour vous dire la pression qu'on a eue sur ce sujet-là, on dit que le lobby agroalimentaire aurait dépensé 1 milliard d'euros. C'est pas au conditionnel, c'est le lobby agroalimentaire lui-même qui a donné ce chiffre. 1 Dans cette milliard d'euros. campagne-là. Ils ont Pour nous dépensé Pour éviter empêcher- ce fameux feu rouge. Oui, Faut dire que et ils ont gagné
Et il y avait un deuxième sujet qui les intéressait beaucoup, c'est ce qu'on appelle les allégations alimentaires, c'est-à-dire le fait de pouvoir dire tel produit est bon pour le cœur, le cholestérol ou tout ce que vous voudrez. Et à une voix de majorité, une petite voix. Ils ont écarté ça. Non, on a gagné. C'est-à-dire que ça a été maintenu. C'est un texte qui existait, ils voulaient le faire sauter. Et donc on l'a maintenu. On ne peut pas dire que tel produit est bon pour le cœur. On peut le dire à condition que ce soit contrôlé. On ne peut pas le dire comme ça sans contrôle. C'est ça qu'ils voulaient. D'accord. Mais s'ils avaient perdu, les supermarchés seraient devenus tout rouges. C'est ça le gros problème. Hein. Les orange, tout rouge, les rayons des supermarchés. Ah bon? Oui. Parce que tout est en surcharge de graisse, de sucre, de tout ce qu'on veut. C'est ça? Oui. Bon, mais on le fait par exemple pour les appareils électroménagers, pour ces bilans énergétiques, etc. Pourquoi on ne peut pas le faire pour ça? Enfin, pourquoi? Parce que la pression a été très forte et pourtant c'est un système qui existe en Angleterre. Hein, donc on s'était inspiré d'un système existant. À un moment donné, vous dites aussi qu'ils délocalisent. Si on ne peut pas produire en France, vous savez, en période de crise. Il y a la menace et le chantage à l'emploi. Oui, plus ou moins. Oui, on sait. Et qu'est-ce que font dans toutes ces histoires, puisqu'on en parle depuis le début de l'émission, que font les organes de contrôle français? Est-ce qu'il y a des organes, c'est lesquels? L'agence de sécurité sanitaire, les aliments, ces choses-là, ils servent à quoi? Mais rien n'interdit à personne de mettre 50% de sucre simple dans des céréales de petit déjeuner. Il n'y a aucune loi qui encadre ça. Il y a des céréales de petit déjeuner qui contiennent pour moitié des sucres simples, ce qui devrait être rangé au rayon confiserie. Et que quand je fais un bol de céréales le matin, en fait, je mange beaucoup de sucre. Regardez derrière si vous arrivez à comprendre l'étiquette et à calculer par rapport aux 100 grammes la quantité de sucre simple. Bon, et pourquoi on ne dit pas, non, on va plus accepter qu'il y ait trop de sucre, trop de sel, trop de gras, trop de je sais pas quoi dans les plats préparés ou les produits? Le rôle des agences est ambigu depuis le début. Hein. Là encore, c'est le rôle très ambigu des pouvoirs publics. Qui pousse au départ, dans les années 80, à mettre en place des agences d'expertise? C'est le secteur agroalimentaire. Hein. Ah bon? Avec le Codex Alimentarius International. Dans leur idée, mettre en place des normes permettant ensuite de pouvoir écouler les produits de manière plus facilement sur le marché mondial. Alors évidemment, ça a donné tout un tas d'agences au niveau européen. C'est pour avoir une sorte de label, pour pouvoir dire regardez. Oui, puis imposer surtout des normes aussi, de façon pour que les produits soient plus calibrés après, etc. Et ensuite, ça a donné lieu à des agences. En France, c'est arrivé dans les années 95, médicaments, puis alimentaire 99 avec l'AFSA. Mais si vous voulez, ces agences-là, dès le départ, ont un rôle très ambigu. D'ailleurs, on a retrouvé tous les éléments industriels au sein de l'AFSA lorsqu'elle a été créée en 99. Hein. Alors, avec plein de problèmes, etc. Et puis surtout, le gros problème de fond, si vous voulez, c'est que ces agences, elles émettent des recommandations. Hein, il y a eu pour le sel, le sucre, etc. Et en général, alors peut-être ça sera la première exception, les recommandations sur le bisphénol, on attend pour voir. Hein, mais en général, ces recommandations, elles terminent dans un tiroir. Ah bon? Donc, oui. Je veux dire, il y a eu des recommandations sur l'excès de sel, l'excès de sucre. On a dit aux industriels, ça serait bien d'en mettre moins. Absolument, oui, bien sûr. Tout à fait. Et surtout que le Parlement, ensuite, ou le gouvernement, ne traduit pas ça en texte de loi. Donc, le problème, souvent, quand vous dites un produit est trop sucré, ils le mettent. C'est la même entreprise qui fera les produits diététiques par après. C'est-à-dire que vous allez consommer pendant 15 ans jusqu'à la puberté des produits très sucrés. Et puis après, on vous proposera dans la même entreprise des produits diététiques pour vous faire justement nouveau maigrir et nouveau faire donc consommer voilà donc l'aspartame. Alors c'est quoi ce qu'on a sur l'aspartame ou les interrogations sur l'aspartame? Ah oui, elles sont considérables. En deux mots, il y a une foultitude d'études maintenant qui montrent qu'il y a des problèmes, et il y en a deux qui sont sorties l'année dernière, notamment sur les enfants, les fœtus et les femmes enceintes, qui donc vous intéressent, Madame le sénateur ou Madame la sénatrice. Et lorsque j'ai organisé il y a 1 an et demi au Parlement européen un colloque avec la Commission et l'EFSA, et que j'ai posé à l'EFSA cette question basique parce que je ne comprenais pas leur attitude, mais vous dites que ces études ne remettent pas en cause les études antérieures, mais vous êtes très imprécis, est-ce qu'au moins vous avez lu ces études antérieures? C'était une question qui paraissait un peu débile, hein. Et le type, il m'a répondu non. Je lui ai dit ah bon? Et je lui ai dit, vous allez me la communiquer, cette étude antérieure. Et puis 1 mois plus tard, j'ai reçu une lettre en me disant qu'il ne pouvait pas me la communiquer parce qu'il ne l'avait pas. C'est-à-dire qu'on a une agence, ça c'est quelque chose de très factuel ce que je suis en train de raconter, une agence qui est l'EFSA, qui considère que de nouvelles études sont sans intérêt par rapport à une étude antérieure qu'ils n'ont pas et qu'ils n'ont pas lue. C'est quand même extravagant. Il y a un problème global sur toutes ces questions quand même, c'est que ce soit sur les médicaments, où on autorise des agences autorisent des médicaments, ou des aliments qui sont sur le marché, des produits chimiques, toutes ces autorisations sont données, ou non-autorisations sont données sur la base d'études faites par l'industrie.
Ce qui est quand même un problème. Avec les OGM, c'est exactement la situation dans laquelle ça veut on est. dire, parce que moi, je sais pas, je vais dans mon hyper favori, ou mon supermarché favori, avec mon petit caddie, je vais acheter des produits. Bon, les produits que j'achète, il y a quelqu'un à un moment donné, dans la chaîne de fabrication, qui a dit il est sain ou il est pas sain, ou il s'est rien passé, j'achète comme ça, je m'en remets entièrement à l'industrie agroalimentaire. Oui, non, Il y a des règles d'hygiène, il y a des règles de conditionnement, il y a des règles de vente. On vous dit plus ou moins ce qui est bon, mais je pense qu'à un moment donné, soit c'est vraiment les labels, ou soit c'est... mais voilà, ce sont des recommandations. Jusqu'en 1980, il n'y avait pas de processus d'autorisation des produits chimiques. Ça veut dire l'interdiction complète, c'est-à-dire qu'il faut oser. Mais encore une fois, il faut se mettre à la place du secteur économique concerné. C'est vrai pour la chimie comme l'agroalimentaire. Si vous voulez faire une étude digne de ce nom, il faudrait la faire. Un essai, si vous voulez, d'intervention scientifique bien fait sur les effets à long terme d'un aliment, d'une substance chimique ou autre, ça nécessiterait une étude contrôlée pendant 20 ans dans une population humaine avec un groupe contrôle, un groupe d'intervention, ce qui est d'ailleurs éthiquement impossible. Donc c'est matériellement impossible. On peut pas Première chose. Oui, non, mais c'est matériellement impossible. Dans nos hypermarchés, si on voulait vous dites qu'il y en a 500 000 il y en a 500 000 produits à la vente. C'est matériellement, oui. Donc, si vous voulez, c'est pas possible ça. Alors, il faut des pieds-allés, donc des essais chez le rat, des essais in vitro, enfin des pieds-allés permettant de se faire une idée éventuellement des effets potentiellement nocifs d'un aliment ou de quelque chose, quoi. C'est le mieux qu'on puisse faire, mais même ça, c'est pas une garantie sur les effets à long terme pour la santé de tel ou tel produit. Mais la question de fond, c'est plutôt, si vous voulez, quand même, faut-il produire comme ça 500 000 produits alimentaires à la vente? Faut-il produire des dizaines de produits chimiques divers et variés, etc. Ça demande quand même une réflexion aussi sur le mode de consommation de la société, pourquoi on produit, pour quel objectif, est-ce qu'on en a besoin, est-ce qu'on n'en a pas besoin, etc. Oui, et puis je crois qu'il y a une donnée aussi à prendre en considération. Moi, je suis très sensible, comme nous tous, autour de cette table, sur les questions d'emploi et de développement économique. Donc, on ne peut pas aujourd'hui prendre une décision sans se poser cette question-là. Mais il faut se poser aussi la question du coût pour la collectivité en termes financiers. J'entendais ce matin même le fait que les Pays-Bas avaient calculé pour chez eux ce que leur coûtait l'augmentation de l'obésité. Ça leur coûte 3 milliards d'euros par an aux Pays-Bas. Alors imaginez ce que c'est dans un pays comme la France. Coût du cancer en Europe, le chiffre est sorti il y a quelques jours, 117 milliards d'euros pour les collectivités européennes. Cancer dû pour partie à notre mode d'alimentation. Dû pour partie à l'environnement et à la santé. Oui, mais l'environnement. Mais notez bien que ça, c'est aussi une vision particulière. On raisonne là dans le cadre de dépenses publiques. Oui. Si vous mettez dans le cas nord-américain, par exemple, où la santé est une activité économique comme une autre, il ne s'agit pas de dépenses, il s'agit de recettes pour le secteur de l'industrie pharmaceutique et le secteur de la santé en général. Pour l'excès de sel, ça a été calculé. L'excès de sel, à lui tout seul, dans l'alimentation, c'est plusieurs milliards d'euros. Plusieurs milliards d'euros c'est la sécurité sociale, c'est-à-dire vous et moi qui payons. Donc il faut aussi, dans cette période de vache maigre comme actuellement, prendre en considération le coût pour les finances publiques. D'ailleurs, je crois qu'il c'est quelque chose de très important. calculé dans le rapport de Valérie Boyer, donc la députée UMP qu'on voit dans le film, qui a essayé de faire quelque chose sur l'obésité, que dans 15 ans, les coûts de l'obésité et des maladies qui sont liées, c'est-à-dire hypertension, diabète, etc., ça fait couler la Sécu. Dans les 15 ans à venir. C'est le grand tsunami qui nous attend, c'est ce qu'on dit, c'est l'obésité, ses conséquences pour la santé. Un dernier extrait justement, puisque on n'est pas loin de la fin de l'émission, sur comment on en sort, et voyez ce qu'on dit par exemple dans le Gers. Quand on a récupéré les cantines scolaires en 2009, on a d'abord constaté qu'on avait un personnel démotivé qui passait son temps à ouvrir des sacs de surgelés ou des boîtes et à les réchauffer. Et on avait surtout une consommation qui était basée pour l'essentiel avec des produits venant de l'extérieur, non seulement du Gers et même de Midi-Pyrénées, mais de l'extérieur de la France. Un bœuf élevé en Allemagne, tué en Écosse, transformé aux Pays-Bas et qui finissait dans l'assiette d'un collégien à Casaubon dans le Gers. Le Conseil général a privilégié les circuits courts et constaté que la vache apatride et la bouffe sous vide ne coûtent pas forcément moins cher. De la viande standard de bœuf nous coûtait 5,50 € le kilo. Aujourd'hui, de la race à viande, de la blonde d'Aquitaine, qui est la race du Grand Sud-Ouest, eh bien ça nous coûte 4,50 € le kilo. Bon voilà, Madame Schillinger, quand on voit ça, il y a aussi l'expérience qui s'est menée du côté de Barjac, je crois, où toute la cantine se sont mises au bio. Il y avait un film qui était fait là-dessus. Des circuits courts.
circuit court. Oui, parce que les vitamines, c'est quand on les... Ça veut dire qu'on privilégie le producteur local. Tout à fait, puisque bon, on sait très bien quand on consomme bio, le mieux ce serait de récupérer sa salade dans son jardin, parce que les vitamines, elles sont vraiment, elles sont fraîches, elles sont là, elles sont présentes, donc les circuits courts. Et puis vous connaissez votre producteur, donc, mais par contre, on n'a pas assez de producteurs bio dans nos régions, donc ça ne suffit pas à donner donc des plats, à offrir des plats à nos enfants. Mais par contre, on peut un peu de... Enfin, les circuits courts, moi je suis tout à fait d'accord. Ça peut se généraliser, ça peut être très au-delà du bio d'ailleurs, oui, parce qu'on peut avoir du conventionnel très peu utilisateur de pesticides, mais qui quand même ne les a pas totalement bannis, qui marche avec les circuits courts. C'est également possible. Il y a les AMAP, il y a tout ça. Quand on voit justement dans votre étude, si j'ai bien lu, Auchan par exemple, a financé, a participé au financement nous avons eu de cette étude. Est-ce que ce n'est pas un bon signe de voir que de la grande distribution est sensibilisée sur le point de savoir ce qu'elle met dans ses rayons quand même? Ça a été très critiqué, sauf que CRS, il se fichait pas mal de savoir si c'était bon ou si c'était mauvais. Ce qu'ils voulaient, c'est savoir. C'est tout, parce qu'ils se sentaient responsables, eux et puis toutes les entreprises qui sont dans le Auchan et toutes les entreprises qui sont au sein du CRS, savoir si ce qu'ils donnaient à leurs clients. C'est cette association qui s'est créée à l'initiative d'Auchan et qui regroupe des PME de la distribution. Donc voilà. C'est le reflet d'une évolution des mentalités quand même. Absolument. Le circuit court, c'est très très bien, mais ça ne garantit pas des produits équilibrés sur le plan nutritionnel. Hein. Ça, c'est un point quand même important. Deuxièmement, c'est un truc qu'on peut rappeler quand même, hein, la malbouffe, c'est un problème des jeunes, essentiellement. On se nourrit le plus mal en France, par exemple, entre 15 et 24 ans. Ensuite, les choses s'améliorent. Plus ça va, plus c'est pire. Hein. Moins on se produit, mais moins on se nourrit bien quand on est jeune. Ah oui, en plus, hein, oui. Avec les pizzas, les machins. En fonction du temps, oui, la chose s'aggrave. Ça veut dire qu'on a une société qui génère effectivement la malbouffe au cours des 15 premières années de la vie, quoi. D'accord. Et ça va donc en s'aggravant. Et donc vous dites que ça passe quoi? Ça passe par l'information, ça passe par l'éducation, les publicités et très le pouvoir d'achat des gens. Parce qu'il faut quand même se rendre compte que ceux qui consomment le plus de plats cuisinés, bas de gamme notamment, c'est les gens qui ont le moins de moyens. Donc il y a un très gros problème lié à la crise économique et financière qui va en s'aggravant au regard de l'alimentation, parce que précisément c'est les gens les plus défavorisés qui se nourrissent le plus mal. Et sur l'éducation, vous dites? Ah oui, absolument. À chaque âge, il faut éduquer, comment se nourrir, les plats principaux, ce qu'il ne faut pas faire et ce que contiennent aussi les plats, parce qu'une pizza, c'est aussi transformé. Et puis comment c'est fabriqué? Comment c'est fabriqué. Allez voir. Vous faites des expériences dans les écoles? On essaie, oui. Puis bon, il y a la semaine du goût. Hein. Dans ma commune, on le pratique. On va visiter. C'est la semaine du goût a été inventée par le lobby du sucre, le CEDUS. Ah bon? Absolument, on le transforme à notre... Et l'éducation à l'école, c'est souvent fait par le Centre d'information des viandes. Vous pouvez même trouver la vidéo sur le site du ministère de l'Agriculture où il y a des gens du Centre d'information des viandes qui viennent expliquer aux enfants que de la viande une fois par jour, c'est quand même vachement bien pour tes muscles. Nous, c'est comment on fait un plat simple, cuisiné. On va chez le restaurateur du coin. Les petits, ils sont présents, ils peuvent participer. Puis après, ils disent à maman, voilà. Et toutes ces émissions qu'il y a sur l'art de cuisiner à la télévision maintenant, ça redonne goût à ça, peut-être, non? Tout à fait, oui, à faire soi-même. C'est important. Et puis il y avait des slogans là. Le flot de l'information venant de l'industrie pouvait être un peu ralenti. Je pense que ça aiderait un peu à ce que les enfants sachent ce que c'est la manger 5 fruits et légumes par jour, et bouger, manger, etc. Tous ces slogans-là. Ça veut dire bouger. Un enfant peut dire, moi j'ai assez bougé. Moi je peux dire j'ai assez bougé, mais ça veut dire quoi? Voilà, c'est dire, voilà, il faut peut-être faire 6 000 pas par jour. Hein. À 12 000 pas. Vous mettez une fois un podomètre et vous allez voir si vous bougez beaucoup. Si on se met à les compter, ça va nous occuper. En tout cas, merci à vous tous d'être venus parler de ce qui se passe dans nos assiettes. C'est vrai que c'est toujours surprenant de voir à quel point on est ignorant de ce qu'on mange, hein, quand même. Voilà, merci à Aurélie Lafasse qui nous a préparé ce débat. Je vous rappelle notre adresse mail. Je vous rappelle aussi que la semaine prochaine, vous retrouverez Dominique Souchier qui nous parlera de la place du procureur dans la justice. Vaste débat et que nous, bien, on se retrouvera bientôt sur Public Sénat. Bonne soirée.